Vous avez sûrement déjà tous vécu des moments difficiles, des moments de solitude qui semblent être infinis. Peut-être que c'est lié à des problèmes financiers, ou peut-être est-ce lié à des problèmes relationnels, comme une rupture ou une rejection. Et si je vous disais que vous pourriez, d'ici la fin de cette vidéo, ne plus avoir à supporter un de ces problèmes, et tout ça grâce à la science. Malheureusement, si vous pensiez que vous pourriez, suite à cette vidéo, augmenter les chances de rencontrer le grand amour grâce à des processus biologiques et biochimiques, eh bien laissez-moi vous dire que vous auriez raison. Et non, malheureusement pour vous et moi, les chiffres de nos comptes en banque ne vont pas grimper si on mange plus de tomates cerises. Mais alors, quels sont les processus en question ? Qu'est-ce qui se cache derrière l'amour, d'un point de vue physiologique, et surtout, est-ce qu'on peut en tirer des techniques qui pourraient nous être profitables dans les relations amoureuses ? Et bien tout ça, on va le voir ensemble dans cette vidéo. D'abord, définition. L'amour est un fort sentiment d'affection et d'attachement envers un être vivant ou une chose, assez intense pour pousser ceux qui le ressentent à rechercher une proximité physique, intellectuelle ou même imaginaire avec l'objet de cet amour. D'accord, bon, c'est très mignon tout ça, mais ça parle pas d'entité moléculaire. Nous, on veut quelque chose d'imbuvable, parce qu'on aime la précision. Malheureusement, c'est pas possible. Vous imaginez bien que quelque chose dont le concept est abstrait ne peut pas, par définition, être défini. Vous notez ça d'ailleurs. Et encore moins d'un point de vue physiologique, biochimique ou tout ce que vous voulez. Ce qu'on va faire, c'est regarder ce qu'il se passe une fois que l'on tombe sous les effets de l'amour. Au cours de cette phase initiale d'une relation, les individus rapportent rapidement des niveaux élevés de passion et d'engagement, souvent qualifiés de sentiments d'amour romantique, en plus de manifester des comportements qui favorisent à la fois l'intimité émotionnelle et sexuelle. Plutôt sympa, mais tout ça, on connaît. Les sensations d'amour romantique ont souvent été décrites comme une addiction, les nouveaux amoureux éprouvant des pensées obsessionnelles l'un pour l'autre, cherchant une proximité constante et manifestant des comportements d'abnégation. Par exemple, négliger le travail des amis. Pour la relation. Négliger les amis ? Ah non, ça va pas ça. Enfin, encore faut-il avoir des amis. Bon, plutôt que de vous lire l'article en entier, je vais vous faire un résumé de ce qui nous intéresse. Alors déjà, j'ai entendu dire que les hommes adultes auraient une tendance propice, d'un point de vue du caractère primitif, polygame, tandis que les femmes pencheraient plutôt vers l'hypergamie. Alors, je ne rejette pas complètement cette théorie puisque je n'ai pas lu l'étude, s'il y en a une, à ce sujet. Cependant, l'étude que j'ai commencé à vous lire nous dit qu'au cours de l'évolution, les Homo sapiens se seraient tournés vers la monogamie, entraînant une augmentation des chances de survie du nourrisson. Je cite. Plus précisément, on pense que les systèmes neuro-endocriniens ont été recalibrés pour faciliter l'approche de nouveaux partenaires, la préférence pour un partenaire spécifique et les effets gratifiants continus des liens de couple solidifiés. Également, des variations de différents neurotransmetteurs tels que l'ocytocine, suite à une activation du système nerveux parasympathique, permettraient d'accentuer la durabilité des relations amoureuses grâce à des régulations émotionnelles. En gros, ce qu'on peut dire de cet article, c'est que l'espèce humaine a suivi un chemin évolutif priorisant la stabilité et la durabilité des relations amoureuses pour pouvoir mieux assurer la survie de l'espèce, tout ça en partie dicté par des processus physiologiques présents chez les deux partenaires. Dans une étude de 2005, certaines femmes ont été exposées à des t-shirts portés par différents hommes après y avoir transpiré. Certains d'entre vous se disent peut-être « Ouh, quelle horreur !» Mais en fait, il y a une raison bien particulière. Vous avez peut-être déjà entendu parler des phéromones. Ce sont des molécules qui se propagent dans l'air et qui induisent une réaction chez un autre individu de la même espèce. Et ces fameuses phéromones sont présentes notamment dans les larmes et la sueur. C'est aussi une raison de pourquoi voir quelqu'un pleurer crée de l'empathie. En parlant de ça, dans l'étude de 2005, les chercheurs ont démontré que les larmes réduisaient l'excitation sexuelle et le niveau de testostérone des autres hommes qui captaient les phéromones présentes dans ces dernières. Mais maintenant, reparlons sueur. Après avoir senti différentes odeurs de t-shirt, les femmes présentes décrivaient l'odeur de certains t-shirts comme étant plus attirantes. Lesquelles ? Celles qui appartenaient aux hommes dont l'ADN était suffisamment différent du leur, qui, selon l'étude, pourrait augmenter la probabilité de produire un enfant avec un système immunitaire robuste. Cette expérience a également été réalisée avec des hommes homosexuels qui préféraient l'odeur d'autres hommes homosexuels plutôt que celle d'hommes hétérosexuels. Conclusion, suer. D'après cette étude, les niveaux de testostérone varient en fonction du sport que l'on pratique. En comparaison avec des valeurs de référence mesurées chez des hommes non sportifs, les footballeurs et les cyclistes avaient des taux de testostérone plasmatique bien inférieurs aux valeurs de référence. D'autres mesures ont été effectuées sur des pratiquants d'haltérophilie et de lutte. Les différences observées ne sont pas significatives.
D'après cette étude donc, on ne pourrait que maintenir ou réduire notre taux de testostérone en fonction du sport qu'on pratique. Mais étant un pratiquant de musculation depuis pas mal de temps, je me suis dit, comment c'est possible? Alors pour les adeptes de sport de force, voici ce que vous devez retenir. Un entraînement avec des exercices intensifs et peu de volume, comme plusieurs séries à une grosse répétition à un soulevé de terre par exemple, entraîne effectivement une augmentation de la testostérone. En revanche, cette augmentation est temporaire. Si vous faites des séances avec beaucoup de volume, ce pic de testostérone sera moins marqué. Le problème arrive si vous faites beaucoup de volume et que vous ne vous reposez pas assez d'un point de vue musculaire. On parle alors de surentraînement, et le surentraînement, lui, entraîne une baisse significative de la testostérone. Volume, oui, mais pas trop. Ce concept s'applique aussi à la force, mais avec moins d'impact. On peut réduire encore cet impact si on mixe les deux, force et volume. L'alimentation va aussi entrer en jeu puisqu'une perte de poids trop rapide et ou trop marquée va faire descendre nos niveaux de testostérone de manière assez marquée. D'autre part, il faut éviter un maximum les perturbateurs endocriniens. Mais de toute façon, il y en a partout de nos jours. Bon, si vous avez écouté la vidéo jusque-là, vous devriez être plutôt calé en relation amoureuse. Non, je plaisante. Tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo sont les résultats de plusieurs études scientifiques. Quand je vous ai dit en tout début de vidéo qu'elle pourrait augmenter vos chances de trouver le grand amour, eh bien c'est vrai. Si vous dégagez moins de phéromones, si par exemple vous ne faites pas sport et ne suez pas, moins de partenaires potentiels vont en recevoir. Néanmoins, tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo est à prendre à titre d'information. Ça veut en aucun cas dire « faites ci, sinon vous allez finir triste et seul ». C'est pas une vidéo conseil en séduction, et je ne suis pas coach en séduction. Je vous transmets simplement des informations sur un sujet qui m'intrigue. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à commenter pour me le faire savoir. Si vous avez vu une de mes vidéos, déjà je vous en remercie, mais également, vous savez que cette vidéo n'a rien à voir avec le thème de ma chaîne. Rassurez-vous, je compte pas axer ma chaîne autour du thème de cette vidéo. J'aime simplement traiter certains sujets au concept abstrait d'une manière plus scientifique, en parlant de processus biologiques, biochimiques ou physiologiques. Est-ce que je referai des vidéos qui suivent cette idée? Très probablement. Est-ce que je continuerai à faire des photos et des vidéos d'animaux sauvages? Évidemment. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end.